Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes. Le Père Noël Oda nous a gâtés avec ce sublime chapitre. Il était juste incroyable en termes de révélation, extrêmement touchant. Et là, je pense qu'on commence vraiment à apercevoir l'aboutissement de l'œuvre d'un homme qui a consacré depuis plus de 22 ans sa vie. Donc, je me suis dit qu'entre deux théories, je me devais de vous faire cette review. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter le grand Goji pour se joindre à moi et analyser le tout dernier grand chapitre de cette année. Yo tout le monde, c'est un grand plaisir de pouvoir parler de ce chapitre avec toi et avec ta communauté surtout. Donc merci de m'y avoir invité. Et donc on va pouvoir commencer du coup. C'est parti. On commence avec la page de cover de nos Mugiwara jouant aux cartes. Et dès le départ, Oda nous insère une référence déjà utilisée dans ses précédents chapitres. Elle correspond à celle du chapitre 862 où on voit Baggy et Shanks se disputer en jouant aux cartes. Alors ici, il s'agit du jeu nommé l'Anafuda. C'est un jeu assez poétique et surtout assez complexe, mais en somme, Shanks tient dans ses mains les 4 cartes de lumière avec le plus de points du jeu, puisqu'il s'agit là de la lune, du phénix, du rideau et de la grue. Alors normalement, ça s'associe aux fleurs et aux mois de l'année qui forment à chacun un poème. Alors, la pleine lune sur ciel rouge était le mois d'août, Suzuki, aussi appelé herbe à éléphant. Ensuite, le phénix chinois, le mois de décembre lié à la fleur de Polonia, le rideau pour le mois de mars avec les fleurs de Sakura, et la grue avec le pin et le mois de janvier. Alors, on ne sait pas réellement, mais il pourrait éventuellement y avoir un sens caché à ces poèmes qu'Oda essaie de nous faire deviner. Alors, n'hésitez pas à essayer de chercher de votre côté et de nous faire part de vos trouvailles en commentaire. Le côté important également de cette cover, c'est qu'Oda est très malin sur ce coup, puisque dans cette cover précise, on peut voir que Baggy avait obtenu son fruit du démon. On avait eu la partie du chapitre où Baggy l'avait obtenu et c'était au chapitre 19. Et il avait justement débuté avec une dispute entre Baggy et Shanks au sujet du pôle Nord et du pôle Sud. Et ça tombe bien puisque c'est justement de cette manière qu'on débute le chapitre 967. Cependant, les deux scènes ne semblent pas correspondre puisque dans ce dernier chapitre, Shanks et Baggy se battent et se trouvent devant Water 7, contrairement au flashback de Baggy au chapitre 19 où après ça s'ensuit une bataille avec un navire pirate et où juste après, la nuit tombera. Donc on s'est dit qu'il s'agissait soit d'un faux raccord par Oda, soit d'une scène qui devait être récurrente entre Baggy et Shanks, et qu'ici les deux scènes, même si elles sont semblables, se passent à des moments différents de la traversée de leur aventure. Mais reprenons sur le chapitre, Oden et Nekomamushi révèlent à Roger qu'ils ont dans leur pays respectif chacun un des rods poneglyphes, chose qu'on savait déjà donc dans le manga. Roger précise également qu'il en avait récupéré un à Mama, ce qui rappelle ses dires au chapitre 853, cependant on connaissait pas encore qui détenait le tout dernier rod poneglyphe. Et ici, Roger précise qu'il a une idée d'où il se trouve. Avec la suite des pages, on comprend un peu plus loin qu'il s'agissait des l'île des hommes poissons, ancien territoire de Barbe Blanche. De nos jours, nous ne savons pas où il se trouve et plusieurs hypothèses pourraient nous emmener à penser que c'est Barbe Blanche qu'il avait récupéré pour le mettre en sûreté, expliquant peut-être le message qu'il voulait passer à Luffy par le biais de Nekomamushi, ou alors peut-être que Marco l'aurait transmis à Shanks après que ce dernier ait ramené le corps de Barbe Blanche et Ace. Mais hâte en tout cas de savoir qui le détient aujourd'hui. Après cette scène, on arrive alors à Water 7, où on retrouve Tom ainsi que Kokoro, Iceberg, mais surtout notre cher petit Franky, à l'époque encore 100% humain. C'est d'ailleurs surprenant de voir qu'il n'a jamais révélé avoir rencontré Oden et Roger par le passé. Ses origines sont encore évoquées, puisqu'il dit avoir été jeté par-dessus bord par des pirates, ce qui rappelle donc le chapitre 354, où Tom nous explique sa rencontre avec le jeune Cutie Flamme. C'est d'ailleurs assez ironique de voir un Franky qui veut pas rejoindre un équipage pirate à cause de ses parents, alors que plusieurs dizaines d'années plus tard, sa philosophie aura entièrement changé en intégrant les Mugiwara. La page suivante nous entraînera dans la suite des aventures de Roger à la conquête des poneglyphes à travers divers lieux sur un air du Bonhomme de Binks. Une chanson qui certes a été chantée pour la première fois par Brook et son équipage, mais qui est encore bien plus ancienne que ces derniers. Son origine doit être sûrement centenaire, si ce n'est plus, et perdure encore aujourd'hui comme étant la chanson de pirate par excellence. D'ailleurs, Luffy l'a entendue pour la première fois venant de Shanks et son équipage, car le roux devait la chanter avec le reste des pirates de Roger durant leur quête du One Piece. Koei Tanaka, le compositeur de cette chanson, avait déclaré dans une interview qu'il avait essayé de la rendre à la fois joyeuse et triste, ce qui reste finalement pas mal dans le thème de ce chapitre et de sa conclusion. On peut voir ensuite l'équipage se faire poursuivre par un éléphant géant, et ça, Oda nous l'avait une nouvelle fois montré dans la cover du chapitre 401, où on retrouve exactement la même scène et le même animal confronté cette fois au Mugiwara. C'est la deuxième fois qu'Oda fait écho à l'un de ses color spreads. La première fois fut l'île où se trouvaient justement Roger et Barbe Blanche dans les chapitres précédents, qui ressemblaient parfaitement à la page de cover 140. On les retrouve ensuite à East Blue avec la construction du pont de Tequila Wolf, là où Nico Robin avait été envoyé par Kuma durant l'ellipse. On peut remarquer qu'à cette époque, le pont était loin d'être aussi complet qu'aujourd'hui. Puis, Oden souhaite faire escale à Sabaody pour
pour faire un tour dans le parc d'attractions, pour se retrouver après ça, tout comme les Mugiwara, sur la grande île des hommes poissons. On revoit alors la scène entre Roger et les rois des mers qui complète le flashback qu'on avait pu avoir par le passé dans le chapitre 648. Cependant, Oda cette fois ajoute que Roger n'était en réalité pas le seul à les entendre, mais que tout comme lui, Oden les entendait aussi. Oui. Tout comme il semblait justement entendre Zunesha, Oden aurait lui aussi la capacité d'entendre la voix de toute chose, ou en tout cas une sorte de forme dérivée. Ce qui expliquerait donc pourquoi son fils Momonosuke a pu l'entendre à son tour, à la différence qu'Oden n'entend pas distinctement la voix de Zunesha et ne semble pas pouvoir communiquer avec lui. Alors, est-ce que Zunesha à ce moment-là n'a pas souhaité parler et l'a fait uniquement avec Momo, ou seul le fils Kozuki détient cette capacité? Mais c'est aussi étrange tout de même qu'en 20 ans de traversée et venant pour la deuxième fois sur l'île des hommes poissons, c'est seulement à la toute fin de son voyage que Roger entend les rois des mers. J'ai trouvé vraiment cette scène surprenante car je pensais qu'elle serait quand même arrivée depuis sa toute première traversée. Ouais, et c'est aussi ce que j'ai pensé. Alors du coup on s'est dit que peut-être qu'il n'avait simplement pas fait attention, ou qu'à cette époque il n'avait pas développé ce don d'entendre ses voix. Par la suite, Roger retrouvera Neptune qui semble être une très vieille connaissance puisque ce dernier ne parvenait même pas à le reconnaître. Ils ont sans aucun doute dû se rencontrer durant donc le fameux premier voyage de Roger sur les mers. En tout cas, déjà lors de son premier voyage, il avait dû foutre un sacré bronx pour que Neptune l'accuse aussi facilement de l'incident qui venait d'avoir lieu sur l'île. Malgré tout, pour justifier la tension qu'avait Neptune, une prophétie lui avait été faite au sujet du futur de son pays. Les portes de l'île des hommes poissons s'ouvriront à tous et la barrière entre nos mondes sera détruite. Alors concernant cette phrase, on pourrait forcément penser à la prophétie de Shirley adulte, dans le chapitre 610, où Luffy viendrait à détruire l'île des hommes poissons. De l'autre, Neptune répond juste après que ce jour désastreux vient d'arriver car un trou s'est créé dans la bulle par la faute d'un roi des mers. Alors la prophétie est-elle vraiment celle-ci ? Seul l'avenir nous le dira. Sinon, on continue avec la page suivante, avec la toute première introduction de Shirley, enfant, vraiment juste trop cutie, qui fera à nouveau une prophétie. Les rois des mers sont agités car ils attendent la naissance de la princesse sirène. Alors, on peut noter cependant que Neptune n'était roi que depuis quelques mois, et Shirley, qui n'a que 3 ans, avait déjà prophétisé la mort du roi précédent, donc cette disparition doit dater de moins d'1 an. Ensuite, nous découvrons la forêt sous-marine, lieu où reposait le poneglyphe de Joy Boy et sa lettre d'excuse auprès de la princesse sirène de l'époque. Enfin, pas uniquement, puisqu'un deuxième poneglyphe était aussi présent à l'époque et semblait être un Road poneglyphe. Shirley avait également fait une prophétie au sujet de Poséidon. Tous les 100 ans, une sirène capable de parler au roi des mers naît. Et là, en réalité, c'est plus qu'une annonce du futur, c'est carrément une prophétie ou du moins une légende millénaire. Que Shirley dise que dans 10 ans, allait naître Poséidon est une chose, mais qu'elle dévoile que tous les 100 ans, une sirène capable de parler au roi des mers naît, c'est carrément une part de l'histoire finalement qu'elle vient de dévoiler, qu'on lui a transmis à travers sa vision. Du coup, je me demande personnellement, je sais pas si tu me suis là-dessus Nina, mais si Shirley n'entend pas certaines voix justement, comme Roger, Oden ou même Luffy, qui seraient éventuellement la voix des anciens dieux ou d'anciens concepteurs, peu importe. Et donc ça serait eux qui auraient connaissance du destin et aiderait Shirley à guider les gens à travers leur futur. En tout cas, Roger était particulièrement curieux de savoir quand allait naître cette arme antique, et c'était peut-être justement la raison pour laquelle il disait que ce n'était pas encore le moment. Il lui restait 1 an à vivre, Poséidon allait naître dans 10 ans, le calcul est assez simple pour dire que si Roger avait eu besoin des armes antiques pour refaire le monde, eh bien, son espérance de vie lui permettrait pas. Rayleigh d'ailleurs précise bien qu'ils sont actuellement à la recherche du trésor laissé par les créateurs de l'arme antique et non l'arme antique en elle-même. C'est donc une précision importante parce que ça signifie que ceux qui ont créé le trésor sont les mêmes que ceux ayant créé les armes antiques. Mais bref, la suite est toujours autant joyeuse que le début, avec toujours sur les notes du bon rhum de Binks. Roger et son équipage traversent des eaux tourmentées qui rappellent celles où se trouvait l'équipage des Mugiwara avant de faire face au mur gigantesque de Red Line, pour atteindre ensuite des pluies d'éclairs qui ici pourraient rappeler l'île Raijin où se trouvait Rouge avant l'ellipse. Puis ils passeront ensuite sur une autre île inconnue pour y découvrir un tout nouveau poneglyphe. Alors est-ce que c'est l'emplacement d'Uranus? Je sais pas trop. En tout cas, ils prennent du bon temps et se détendent dans le barrage d'une cascade. À ce moment-là, on peut d'ailleurs voir l'équipage presque au complet se reposant de leur périple. Et c'est ainsi qu'ils arrivent finalement à Wano Kuni, dans le monde où un événement assez inattendu se produit. Toki tombe gravement malade. Comme un coup du destin, l'arrivée sur cette île qu'elle a tant recherchée met un terme au voyage ultime auprès de son mari. Et une fois de plus, Oda inclut une mystérieuse fièvre, ce qui rappelle beaucoup celle de Nami qui a dû cesser son voyage pendant un certain temps pour être soignée par Korea sur l'île de Drum. Mais ici, à la différence des Mugiwara, l'équipage peut pas vraiment se permettre d'attendre la guérison de Toki. Oden devra donc laisser femme et enfant auprès de Nekomamuchi et une Arashi qui se désigne pour rester auprès d'elle. Il la confie également à ses fourreaux rouges qui l'avaient abandonné il y a de ça plusieurs années maintenant et qui ont apparemment vécu un véritable calvaire. Ouais.
Ils ont eu à peine le temps de lui adresser la parole que Toki les interrompt. Apparemment, il ne penserait pas au désir d'Oden et ce dernier viendra à s'en vouloir toute sa vie s'il ne pouvait pas continuer son périple avec Roger. C'est une attitude qu'on a trouvée terrible pour les fourreaux, eux qui ont attendu des années que leur père rentre en prenant soin comme ils pouvaient du fardeau qu'il leur a laissé. Et au final, ils ont même pas pu maintenir l'équilibre voulu, doivent vivre avec un remords et une peine immense pour qu'au moment fatidique, ils puissent même pas exprimer leurs réels sentiments au principal intéressé et en se faisant presque traiter d'égoïste au passage. Du coup, qu'Oden continue de voyager est une chose finalement assez normale, il était proche de son but et une fois atteint, il aurait toutes ses raisons de rentrer dans son pays d'origine et de plus y sortir. D'ailleurs, il a lui-même vu et compris qu'Wano Kuni avait changé à cause des industries, gâchant ce joli tableau, indicateur de la montée en pouvoir d'Orochi et peut-être même de la présence de Kaido. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir réglé le problème avec Roger? Lui, Oden, Rayleigh, Gaban, les fourreaux et tout le reste de l'équipage auraient été plus qu'à la hauteur de défier l'alliance d'Orochi et de Kaido. Libérer Wano Kuni, repartir en mer, trouver Raftel et revenir, tout ça aurait pu prendre un temps considérablement réduit plutôt que d'attendre 20 ans. 20 longues années de galère qu'ont subi la plupart des fourreaux rouges et des habitants de Wano Kuni. Donc bien sûr, on ne refera pas l'histoire, ce n'est pas le but après tout, mais je trouve que beaucoup de peine aurait pu être évitée à ce moment-là. D'ailleurs, même Kinemon semble déçu, ou du moins surpris, d'Oden pour la toute première fois, et c'est pour le coup entièrement justifié. Après y réfléchir, on a compris cependant que c'était une scène assez compliquée à vivre, en particulier quand Oden dit « Si je rentrais maintenant, je savais que je ne quitterais plus cette île, je ne pouvais pas m'y résoudre ». Ici, on peut interpréter cette phrase de deux manières. La première, qu'il fallait résoudre le chaos qui commençait à s'installer dans son pays, car sans même y jeter un œil, il savait qu'une chose n'allait pas. Mais la seconde pourrait aussi dire qu'ici, Oden sait qu'il pourrait pas repartir en mer à cause de l'isolationnisme de son pays, et que lorsqu'il est parti pour la première fois, c'était une chance inouïe et inespérée de tomber sur un Barbe Blanche et un Roger plus tard. Donc, s'il s'agit de la première proposition, je peux comprendre c'est un choix cornélien de sacrifier ses rêves pour sauver son pays, lui qui finalement a le caractère de se foutre de tout. Il se devait donc de faire un choix qui lui tenait à cœur dans tous les cas. Mais si c'est la seconde, encore une fois, ça montre à quel point Oden est nombriliste et que tout ce qui importe c'est son bien-être personnel. Et là, ça me fait vraiment de la peine pour les fourreaux une nouvelle fois. Donc, on est assez partagé concernant cette page. C'est vrai, c'était assez compliqué. Effectivement, en tout cas, Oda appuie beaucoup sur le terrible passé des fourreaux, que ce soit avant leur arrivée dans le groupe d'Oden finalement, quand ils ont été, on va dire, adoptés, pendant ou même après, ils ont vraiment eu une vie terrible pour la plupart. Direction Zou désormais avec une vivre carte pour s'y rendre. À qui peut appartenir cette vive card? Car elle serait justement la raison pour laquelle Jack, de l'équipage de Kaido, puisse se rendre si facilement sur cette île, et donc toute l'histoire du traite, etc. Alors serait-elle à Zunesha lui-même ou à un de ses habitants? Roger la possède en tout cas, ou peut-être tout simplement un Nekomamushi ou Inuarashi avant d'arriver à Wano. C'est à ce moment que Oden et Roger vont contracter un étrange malaise. Quelque chose d'immense les observerait. Plusieurs hypothèses sont plausibles, notamment deux. Alors il s'agirait tout simplement de Zunesha, car cette créature est vivante et dotée de sentiments, tout en pouvant communiquer avec certains élus comme Roger, Oden, Luffy ou encore Momonosuke. D'ailleurs, Momonosuke était particulièrement mal, lui aussi en montant sur l'arbre de la baleine en entendant cette forte voix. Ce à quoi Kinemon, Inuarashi et Nekomamushi font directement référence à Roger et Oden. Et la deuxième hypothèse serait qu'il s'agit justement de l'arbre de la baleine. Car c'est en montant dessus que Momonosuke s'est senti mal et dans le dernier chapitre, c'est sur cet élément qu'Oda a écrit « C'est comme si quelque chose d'immense nous observait ». Reste à savoir quelle hypothèse est la bonne, mais c'est pour ce moment bien particulier que j'avais théorisé sur le fait que les Kozuki puissent éventuellement être des Dits, puisqu'ils étaient les seuls et uniques de l'équipage à entendre cette voix, tout comme Roger et Luffy. En tout cas, c'est ici qu'Oden découvre le vrai lien entre la famille Kozuki et les Minks, et c'est également ici que nous découvrons que Zou était autrefois dirigé par le duc unique Ikoji Sukan, qui, au vu de ses cornes, ressemble au bélier. Enfin, peut-être qu'il y en avait un autre, mais il semble être le principal vu que Nekomamushi les a recommandés directement à lui. Reste à savoir ce qu'il est advenu de sa personne, toujours vivant ou non. Ce qui est intéressant est qu'il précise qu'il se faisait du souci pour notre chat et notre petit chien, ce qui nous ramène à la petite escapade de nos animaux au chapitre je sais plus combien, et on retrouvera la référence aux photos. Voilà, le petit chat et le petit chien. Quoi qu'il en soit, le Road Poneglyph de Zunesha sera le dernier que cherchera Roger pour atteindre Raftel quand il s'agira du tout premier que Luffy a découvert 26 ans plus tard. On y verra une scène déjà connue de tous quand Pedro demande à Roger de rejoindre son équipage, ce à quoi il répond que ce n'est pas encore à lui d'écrire l'histoire. Ce qui peut signifier que c'est lui actuellement qui se doit de le faire, comme son prédécesseur Joy Boy l'a fait par le passé. Et ainsi, de génération en génération, on arrive à celle de Luffy et de Pedro, qui écriront et perpétueront à leur tour le message de ce grand trésor. Mais du coup, est-ce que Pedro était uniquement destiné à se sacrifier pour sauver ceux qui risquent de changer le monde, ou va-t-il revenir dans une aide ultime envers les Mugiwara? Après tout, sa mort fut assez précipitée et presque inutile vu que Perospero n'a lui-même pas été tué. Bref, on s'égare, mais j'avoue que je me pose encore pas mal de questions sur la véritable quête de Pedro. En tout cas, on arrive sur la toute dernière ligne droite.
Concrètement, Roger est toujours malade, d'ailleurs il a dû laisser l'équipage localiser le bon cap à suivre, enfin surtout Coppergaban, pendant qu'il vomissait, chose qui inquiétait Shanks. Le départ est immédiat, ils se préparent tous à atteindre la dernière des îles, sauf Shanks et Baggy. Ce dernier était terriblement malade, il lui sera impossible de poser le pied sur cette île, coup dur, sa maladie se nomme « Tu vas mourir si tu vas sur cette île », ce qui est une référence de notre cher menteur national Usopp quand il s'apprête à entrer sur l'île Whiskey Peak, mais qui avait été également dite par Nami dans l'arc Thriller Bark. Alors, cependant, il y a quand même une chose intéressante à noter avec Baggy. Comme Baggy est le seul à avoir mangé un fruit, alors peut-être que ça expliquerait pourquoi il ne peut pas aller sur l'île à la différence des autres. Car forcément, comme le disait Shanks, les fruits du démon auraient été créés par le démon des océans, et peut-être que son origine aurait donc un lien avec Raftel ou Loftel, et ainsi empêcherait quiconque avec un fruit d'atteindre cette île sans en souffrir grandement. À notre grande surprise, mais pas trop non plus puisqu'il s'agit du meilleur de tous, Shanks se dévoue pour rester à son chevet. Et cette scène nous a fait aimer d'autant plus Shanks puisqu'il est juste trop mignon dans ce chapitre, je sais pas si certains ont remarqué, mais il s'inquiète juste pour tout le monde. La première fois avec Roger quand il a mal à la tête près de Zunesha, la seconde quand Roger vomit, d'ailleurs on peut se demander si Roger vomit à cause de sa maladie ou si c'est le trac de la toute dernière ligne droite de son voyage tant attendu. Et enfin, quand Shanks se sacrifie carrément pour rester avec Baggy à la place d'aller juste là où personne n'est encore allé. C'est dingue comment on adore ce perso, même gamin. Le petit dégage à Haki des Rois, c'est juste fou. Alors par contre, le fait que Roger vomisse à cause du trac d'aller sur la toute dernière île de son voyage, t'imagines le fille, il peut genre plus avancer parce qu'il a trop le trac, genre ah non je peux pas les gars, il tremble. je peux pas, j'ai mal au ventre, je peux pas y aller. Mais t'imagines, ça serait terrible. Et One Piece se termine comme ça, mais quel... Oh là là. Ça serait dingue. Mais bon, passons, car c'est la fin, les journaux volent, les gens s'extasient devant la grande nouvelle. Il a navigué à travers tous les océans jusqu'au bout du monde. Il est le plus grand pirate de tous les temps. Il est le seigneur des pirates, Gold Roger. Oden l'écrit, le concis dans son livre. Ils ont tout appris, la vérité du siècle oublié, sur le dit, sur les armes antiques, les liens de Wano Kuni et du monde entier. Le plus étonnant fut la réaction de Roger. Il riait. Il riait en découvrant la chose qu'il a le plus cherché au monde. Cette scène était d'une intensité dingue et c'est la première fois que cette impression que One Piece était réellement terminé sautait autant aux yeux. Et vu vos réactions, on n'était pas les seuls à avoir ce ressenti. Ouais. Ayant déjà laissé parler mes sentiments dans ma réaction live, je vais laisser Nina parler vu qu'elle n'a pas encore eu la chance de s'exprimer sur le sujet. Merci beaucoup. Alors concernant cette scène, elle était tout bonnement extraordinaire, ça paraît évident de le dire. Comme vient très bien de le souligner Goji, mais c'est sur une phrase bien particulière que je vais m'arrêter. Celle dite par Roger, « J'aurais voulu naître à la même époque que toi », Joy Boy. Et cette phrase est véritablement la clé de ce chapitre et même du One Piece lui-même. Parce qu'il y aurait peut-être un double sens dans ces mots. Le tout premier est simplement qu'il aurait aimé naître il y a 800 ans à l'époque de Joy Boy. Mais la seconde, elle, est beaucoup plus intéressante. Celle de l'époque de Luffy. Car si Joy Boy venait à en être sa réincarnation, comme j'ai pu vous l'expliquer dans mes précédentes théories, les origines de Luffy, alors ça voudrait dire que lorsque Roger rit dans cette scène, il pourrait avoir tout simplement compris qu'il est arrivé trop tôt. Poséidon n'est d'ores et déjà pas né, il a donc atteint Raftel bien trop tôt, et fait tout ce chemin pour finalement n'avoir qu'une parcelle réelle de ce trésor, puisqu'il n'a pas connu les armes antiques dans son entièreté, et idem il y a 800 ans. Dans cette scène, ils sont tous assis, comme si on leur racontait une histoire. Oda fait d'ailleurs souvent une scène similaire dans les covers, ou encore avec l'histoire d'Oden racontée par Kinemon. Et pour moi, cette scène est vraiment l'image clé. Car après ça, on retrouve Oden et les autres sur le bateau dans le chapitre 958. Oda ici nous révèle une parcelle de ce qui se produit juste après Raftel. On retrouve alors un Oden bien différent de ce qu'on a connu tout au long de ce flashback. Celui-ci égoïste, celui qui a abandonné femme et enfants, fourreau et patrie, se met alors à parler d'égoïsme pour dire qu'il veut justement reprendre en main son pays, le réouvrir et aspirer au titre de shogun que son regretté père et Yasui ont tant aspiré pour lui. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ces mots juste après avoir découvert Raftel alors qu'à son premier retour à Wano, il les a abandonnés pour accomplir sa quête avec Roger. Et ce principe s'applique tout autant avec Roger, celui qui a laissé les Skypiens s'affronter contre les Shandia sans rien changer, celui qui a laissé Wano sans rien y apprendre de ce peuple et de ses problèmes, et qui est venu juste pour y prendre le Rod Poneglyph et s'enfuir. A tout d'un coup, après avoir atteint ce si grand trésor, décidé de dissoudre son équipage pour finalement se rendre à la marine et lancer cette grande quête. Comme si ces deux hommes finalement avaient simplement compris le vrai sens de la vie. Seulement après
après avoir atteint Raftel. Cette île traduite comme le conte du rire, et c'est justement après ça que Roger décide de construire sa famille. Cependant, faut garder une dernière chose en tête, Crocus précisait dans les précédents chapitres qu'il ne restait qu'un an à Roger. Pourtant, il est mort 2 ans, voire 3 ans plus tard. Il a dissous son équipage et puis s'est rendu à la marine. Peut-être que le message final atteint à Raftel leur a alors fait réaliser qu'il se devait d'accomplir la toute dernière prophétie de cette histoire. Celle d'éveiller celui qui serait le vrai roi des pirates pour obtenir le vrai trésor de cette île si mystérieuse. Ce n'est pour moi nullement un hasard et il est même probable que Roger ait pu durant cette année de dissolution d'équipage remettre à sa place tout ce qu'il lui a fallu pour atteindre Raftel. Car on peut voir qu'après leur quête, l'œuf est toujours sur le bateau. Et ce bateau d'ailleurs qui finalement aujourd'hui reste encore introuvable dans le manga. Peut-être que finalement, le bateau de Roger était lié à Pluton et que l'œuf n'ayant toujours pas éclos était peut-être Poséidon ou Uranus, etc. Peut-être que cette histoire si drôle a permis à chacun de prendre conscience un peu plus du monde qui l'entoure et faire en sorte que les générations futures parviennent à atteindre le véritable trésor de One Piece. Dans tous les cas, ici si Roger rit, il est très probable qu'on découvre la véritable raison le jour J, que Raftel n'était tout bonnement pas destiné à Roger, mais bel et bien à Luffy, ce qui expliquerait les mots qu'il emploie. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé du coup, je vais te laisser la parole Goji pour terminer. Ouais, bah, je peux rien dire de plus que waouh, ce chapitre était tout bonnement magnifique et il prenait aux tripes. Oda arrive sur la fin de l'aventure de sa vie et de vivre ça tous ensemble avec lui, bah, c'est quand même assez ouf, on va pas se le cacher. À vrai, pour ce qui est des questions restantes, même si ce chapitre on a répondu à certaines, il nous en fait encore poser d'autres. Par exemple, Roger dit à Pedro qu'il est encore trop tôt pour lui pour prendre la mer, mais il avait quand même 2 nouveau-nés dans son équipage, Iori et Momo, et Oden avait même proposé à Franky de l'intégrer. Pourquoi cette différence du coup? Il est aussi surprenant que durant toute cette expédition, Roger n'a jamais été montré faisant escale à Alabasta par exemple, qui est quand même le lieu où se trouve le poneglyphe indiquant Pluton. Allons-nous le voir juste après, quand ils reviendront au début de Grand Line? C'est encore la question. Pas d'indication non plus concernant Uranus. Alors l'aurait-il obtenu avant son voyage avec Oden ou le découvre-t-il durant cette traversée dans les quelques îles mystérieuses découvertes durant cette épopée? Ou simplement était-elle bien liée à l'œuf dans le bateau comme Nina l'a théorisé? Beaucoup d'interrogations qui nous font languir au chapitre suivant et ses éventuelles prochaines révélations. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé. On espère sincèrement que cette longue review analyse vous aura plu. Moi j'y ai pris en tout cas beaucoup de plaisir et d'autant plus de le faire avec toi Goji. Un grand merci de m'avoir accompagné pour le chapitre ultime de cette fin d'année. Oui, bah non en fait, au contraire, merci à toi pour cette invitation. C'était génial, partager la review d'un tel chapitre à 2 et je pense l'essence même de ce qu'il a voulu nous faire comprendre finalement. Donc non, c'était vraiment cool, c'était vraiment super génial et c'était surtout à refaire en fait pour une prochaine fois tout simplement. Voilà, on vous souhaite en tout cas une très bonne année. On se retrouve l'année prochaine. Merci à tous de votre soutien et prenez bien soin de vous. Peace.